Pour qui faut-il voter? C'est pas toujours évident de se faire un avis, on n'a pas forcément le temps de se renseigner, et le traitement médiatique des questions politiques est souvent pas terrible, ce qui aide pas à la compréhension. Ça, alors il y a un manque d'informations dans les médias, particulièrement sur les sujets politiques. Quel scoop! On pourrait déjà se demander, faut-il voter? Mais j'aborderai pas cette question ici. Et avant de commencer, 2 précisions importantes. Premièrement, je ne fais pas cette vidéo pour mettre en avant un candidat. D'ailleurs, il n'y a pas un seul des programmes qui me plaît entièrement. Et j'ai commencé à écrire cette vidéo avant de trancher sur qui j'allais voter. Et attention, j'ai mes opinions, je ne suis pas neutre, personne ne l'est, c'est normal. Alors quel que soit ce que je dis, n'hésitez pas à vérifier vous-même les programmes. J'ai mis les liens en description. Et deuxièmement, ici je me suis en grande partie appuyé sur les programmes. Mais il faut bien garder à l'idée que les programmes ne correspondent pas forcément à ce qui serait appliqué si la personne était élue. Les programmes, c'est des publicités. Ça nous en apprend moins sur ce que les candidats vont réellement faire que sur ceux qui veulent nous faire penser qu'ils vont faire. On a des tas d'exemples de candidats qui, une fois élus, n'ont pas tout à fait agi dans le sens de ce sur quoi ils s'étaient engagés. François Hollande s'était affirmé lutter contre le monde de la finance. Et tous deux se sont plutôt bien entendus. Ça alors, il y a des candidats politiques qui mentent. Quel scoop! Ici, je ne vais pas dire pour qui nous devons voter. On va surtout voir pour qui voter en fonction de nos objectifs, ce qui est bien différent. Une décision politique, aussi bien un vote que n'importe quelle action, ne peut se faire qu'en fonction de certains buts, et en fonction des connaissances qu'on a du monde. Vous pouvez regarder cette vidéo pour plus de détails du raisonnement. Du coup, si 2 personnes veulent des politiques différentes, c'est peut-être pas parce qu'une des deux est débile ou mal informée, mais parce que les deux n'ont pas les mêmes projets de société. Le but que je vise moi, c'est un monde avec plus de bonheur, moins de souffrance, et où on prend en compte les intérêts de chacun sans privilégier certains groupes de manière arbitraire. Donc je vais forcément défendre des idées politiques différentes d'une personne qui viserait son bien-être personnel, même au détriment de celui des autres. Du coup, dans cette vidéo, je n'insulterai aucun candidat, même ceux que je n'aime pas trop. Et même s'ils ont des grilles de lecture qui me paraissent non conformes à la réalité, ou qu'ils défendent des buts égoïstes, je ne dirai pas qu'ils sont stupides, malveillants, etc. En l'absence de preuves, je vais éviter les procès d'intention et considérer qu'il y a peut-être d'autres hypothèses pour expliquer leur comportement. De manière générale, et d'autant plus pendant les élections, il nous faut être humble. Envisager que les gens en désaccord avec nous ne sont peut-être pas stupides ou malveillants, et que nos opinions sur tel et tel candidat ne sont peut-être pas fondées, et qu'on n'est pas aussi bien informé qu'on le pense. Au-delà de quel candidat correspond à nos valeurs, ce qu'on va voir ensuite, le système de vote actuel nous oblige à réfléchir à des questions de stratégie. Vous connaissez sans doute le vote utile, où on vote non pas pour notre candidat favori, mais pour celui qu'on préfère parmi ceux ayant une chance d'être élu. Ou alors parmi ceux ayant le plus de chances de barrer la route à celui qu'on aimerait encore moins. Le système de vote actuel a cet inconvénient de nous inciter à être stratégiques et à ne pas voter pour nos candidats favoris, et à laisser les petits candidats dans l'impossibilité de monter et d'être élus. Ce problème fait partie des arguments pour changer le système de vote, puisque ce système-là est très mauvais sur le plan démocratique. Et ça, c'est pas une question d'idéologie, c'est démontré mathématiquement. Mais le vote stratégique peut aller plus loin que le simple vote utile. Il peut même être stratégique de voter pour quelqu'un qu'on n'aime pas du tout. Par exemple, quelqu'un qui serait pro-Macron et qui le pense assuré d'être au second tour, pourrait vouloir maximiser ses chances de gagner au second tour. Et donc voter pour un candidat qu'il n'aime pas trop, mais qui aurait très peu de chances de battre Macron au second tour. On peut aussi considérer que notre vote ne pourra pas permettre notre candidat favori de passer au second tour. Et même dans cette optique, le vote stratégique peut nous donner des raisons de voter, en visant d'autres objectifs que celui de qui faire gagner. On peut vouloir donner du crédit à notre candidat favori, ou viser des seuils comme les 10%, les 15%, ou celui de passer devant un concurrent. Et un seuil stratégique à prendre en compte, c'est celui des 5%, qui permet le remboursement des frais de campagne. Donc on peut avoir un intérêt à viser ce seuil pour aider financièrement le parti. Pour aller plus loin sur cette stratégie du vote, je vous renvoie vers la chouette conférence de Antonin Broy, Appréhender le vote de manière conséquentialiste. Donc comment faire le choix qui va maximiser les conséquences positives de notre vote. Et c'est de là que je tire quelques raisonnements que je viens de donner. Bon et maintenant, quel candidat faudrait-il favoriser? Avant de voir les idées de chaque candidat, on peut déjà faire des grosses catégories en fonction de ce qui est généralement défendu. Je vais me concentrer ici sur l'écologie et les questions sociales, notamment la précarité. Déjà parce que je les connais un peu mieux que les autres sujets, mais surtout parce qu'ils me paraissent plus clairs sur les intentions et les objectifs des candidats. Du coup, je vais éviter les sujets plus délicats, plus complexes, qui sont beaucoup moins clairs sur les différents intérêts de chaque catégorie sociale. Donc je ne parlerai pas de géopolitique, de comment gérer les conflits armés, ou de comment on aurait dû gérer la pandémie. Donc je ne vais pas chercher à juger de la compétence de Macron à s'occuper de tout ça. Est-ce qu'il a réussi à agir comme il souhaitait le faire? Je vais plutôt aller sur quelque chose de beaucoup plus simple et plus utile pour la suite. Qu'est-ce qu'il souhaitait faire? C'est quoi ses intentions? Qu'est-ce qu'il défend? Comme je l'ai dit avant et pour des raisons évoquées dans de précédentes vidéos, mon but c'est de défendre le bien-être de tous les individus, indépendamment de leur sexe, leur nationalité ou leur espèce.
Parmi vous, peut-être que certains ont également un but altruiste. Mais peut-être que certains veulent uniquement défendre leurs intérêts. Ou peut-être que vous souhaitez défendre d'autres personnes, mais avec des critères de nationalité, de culture ou d'espèce. Au vu de mes buts, je vais accorder beaucoup d'importance à la lutte contre le dérèglement climatique, et plus largement, à la préservation de l'environnement. Et pas pour faire plaisir à la planète, mais pour les individus qui y vivent. Et sur le plan social, je vais défendre des idées de lutte contre les oppressions et contre la précarité, et éviter que le bien-être de certains se fasse au détriment d'autres. Je trouve les inégalités acceptables uniquement si elles sont justifiées par des conséquences positives sur la société. Par exemple, si elles viennent compenser un métier difficile et indispensable que pas grand monde voudrait faire pour un bas salaire. Dans cette optique, être riche parce qu'on a hérité de plusieurs millions depuis 3 générations me paraît pas justifié, puisqu'on pourrait répartir ces richesses pour augmenter le bien-être général. De ce point de vue, il faut remettre en question l'idéologie néolibérale et cesser de privatiser au profit d'une poignée de privilégiés. Et au contraire, donner les moyens aux services publics pour assurer une vie meilleure pour tout le monde. Et aussi empêcher des milliardaires d'acheter plusieurs médias pour orienter l'information à leur avantage. Alors forcément, les candidats qui proposent tout l'inverse, donc pas faire grand-chose sur l'écologie et accroître les richesses des plus riches au détriment du reste de la population, c'est pas eux que je vais défendre. Et je le répète encore, je ne dirais pas qu'ils se trompent, ni qu'ils sont idiots, mais qu'ils défendent un projet de société différent du mien. Bon, j'ai rien inventé, ces divergences d'intérêts ont été théorisées depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle les intérêts de classe. À l'époque féodale, on avait déjà des intérêts de classe différents entre les serfs et la noblesse. Et depuis le début du capitalisme, on a des intérêts différents entre les propriétaires des entreprises, qui ont tout intérêt à maximiser leurs bénéfices en bénéficiant d'un maximum de travail pas cher, et les ouvriers qui ont plus intérêt à être payés plus et à ne pas s'épuiser au travail. Et si vous voulez changer le système pour aller vers quelque chose de plus égalitaire, attention à ceux qui vous font croire qu'ils sont dans votre intérêt. Là encore, rien de bien nouveau, les partis politiques qui souhaitent préserver les inégalités ont que rarement intérêt à assumer qu'ils s'en moquent de la précarité. Et beaucoup de discours sont de la communication pour nous amener à voter pour eux, même quand c'est pas dans notre intérêt. Idem avec ceux qui se présentent écolos, alors qu'ils ne proposent pas grand-chose de concret. C'est ce qu'on appelle le greenwashing. Donc attention, il y a des discours qui se prétendent du côté du peuple, alors qu'ils sont clairement du côté des classes privilégiées. Comme exemple de ça, il y a ceux qui nous disent qu'ils vont augmenter le pouvoir d'achat, mais non pas en diminuant les inégalités, mais en diminuant les cotisations sociales, pour que les gens touchent un salaire net un peu plus proche de leur salaire brut, donc un peu plus élevé. Pourquoi c'est un piège ? Parce que les cotisations sociales, qu'ils aiment appeler charges sociales, pour que ça ait l'air d'être un problème, elles servent à quelque chose, comme financer les retraites et une partie des services publics. Et de manière générale, qui est-ce qui a le plus besoin des services publics ? Qui est-ce qui a besoin d'aide quand il perd son emploi ? Qui est-ce qui a besoin d'écoles et de soins gratuits ? C'est les plus pauvres. Les idéologies anti-services publics bénéficient aux plus riches, mais sont très défavorables à la majorité des gens. Il y a aussi ceux qui prétendent que la lutte des classes n'existe pas et qu'on peut faire un programme politique au-dessus de ce clivage. Ce qui est faux, on ne peut pas à la fois maximiser la capitalisation par les plus riches et répartir les richesses pour bénéficier à la vie de tout le monde. Et généralement, ceux qui prétendent passer au-dessus de ces intérêts de classe sont favorables à la préservation du système actuel. Ils sont donc dans le clan des classes privilégiées qui veulent garder leur statut. Et ils ont tout intérêt à ce que les plus précaires n'aient pas conscience de ces intérêts de classe et qu'ils aillent plutôt râler contre les gens encore plus pauvres qu'eux, les réfugiés, les chômeurs, plutôt contre ceux qui les exploitent et qui capitalisent sur leur travail. Et attention aussi aux allègements d'impôts qui paraissent positifs mais qui bénéficient surtout aux plus riches, puisque ce sont eux qui en paient le plus, mais que ce sont les pauvres qui en bénéficient. Notamment avec les impôts qui touchent que les riches, comme l'ISF, ou les impôts sur les gros héritages. Ceux qui défendent la suppression de ces impôts sont clairement dans l'optique d'aider les plus riches à conserver leur patrimoine, au détriment des autres gens qui pourront moins bénéficier des services publics. Donc les discours qui vous promettent moins d'impôts pour gagner plus d'argent, mais qui ne questionnent pas les inégalités. Ça veut dire qu'au lieu de répercuter votre hausse de salaire sur les plus riches, ça va se répercuter sur les services publics. Donc si vous êtes comme la plupart des gens et que vous avez besoin des services publics, ne vous laissez pas avoir par les discours qui vous vendent ça, parce que sous cette apparence de vous allez gagner plus en pouvoir d'achat, vous allez surtout être dans la merde à devoir payer vous-même ce qui aurait pu être pris en charge collectivement. Ces dernières années, les milliardaires se sont enrichis, alors que les services publics, comme les écoles ou les hôpitaux, ont été sacrément mis à mal. Et encore, ça pourrait être pire. Dans beaucoup d'autres pays, où les services publics sont beaucoup moins forts qu'en France, énormément de gens ne peuvent pas se soigner ni faire d'études. Jusque-là, j'ai évoqué les idées sans parler des candidats qui y correspondent, parce que nos préférences pour certains candidats peuvent biaiser notre jugement sur leurs idées. Lorsqu'on demande aux gens ce qu'ils pensent d'une idée, ils peuvent être en accord, alors même qu'ils auraient pu se dire en désaccord si on avait présenté cette même idée comme l'idée de tel ou tel candidat. Bref, mieux vaut d'abord être au clair sur les idées qu'on défend, et ensuite voir quel candidat en est le plus proche. Et maintenant qu'on sait quel type d'idée correspond à quels idéaux, voyons maintenant quel programme correspond à quelle vision, et lesquels choisir suivant ce qu'on souhaite.
Bon, qui est-ce qui propose tout l'inverse de ce qu'on peut considérer comme souhaitable lorsqu'on veut l'intérêt général? Qui est-ce qui n'a quasiment aucune ligne de son programme sur l'écologie? Qui n'a pas grand-chose pour faire diminuer la précarité en dehors de faire miroiter des hausses du pouvoir d'achat mais qui pète les services publics en retour? Qui est-ce qui allège les impôts payés uniquement par les plus riches, comme l'ISF ou l'impôt sur l'héritage? Qui veut produire toujours plus et augmenter le temps de travail? Sans surprise, on a d'abord Macron. Bon, son programme il est très court, il n'y a pas grand-chose, mais ça reste dans la lignée de ce qu'il a fait. Donc on peut aussi se baser sur ce qu'il a fait ces dernières années pour estimer ce qu'il va faire. Par exemple, il avait aidé le secteur aérien et fermé les gares, et ça n'a pas l'air de changer. Bon, l'écologie, c'est pas sa grande préoccupation, mais il n'a pas non plus rien fait. Il y a bien eu quelques trucs, comme un peu d'aide à la rénovation thermique des bâtiments. Mais bon, on est bien loin de ce qu'il faudrait faire pour tenir les objectifs climatiques des accords de Paris. Question inégalité, on a par exemple eu la suppression de l'ISF, la baisse des APL. Le but est bien d'aider les plus riches à l'être davantage et à ne pas se préoccuper du reste de la population ou de l'environnement. Et les affaires à son sujet ces derniers jours confirment ça. Bon, évidemment, ce n'est pas affirmé tel quel puisqu'il y a une communication stratégique à faire, mais on a assez d'éléments pour affirmer où sont ses intérêts. D'ailleurs, dans son programme, il y a noté le mot climat une seule fois, et c'est pour se vanter de la Convention citoyenne pour le climat qui a débouché sur des solutions concrètes. C'est quand même assez osé de dire ça, sachant que cette convention est considérée comme un fiasco démocratique, et que sur les 149 propositions de la convention, la plupart ont été rejetées pour au final n'avoir pas grand-chose de concret justement. Toujours dans ceux qui sont en opposition à l'intérêt général, on a aussi Zemmour, Pécresse, Dupont-Aignan et Le Pen. Je les passe tous ensemble parce qu'ils ont pas mal de points communs. Et si vous êtes surpris que je catégorise ici Zemmour et Le Pen parce que vous pensez qu'ils allaient couper les aides aux étrangers mais aider les Français, eh bien vous vous êtes fait avoir par leur communication bien rodée. On a la fameuse augmentation du pouvoir d'achat avec la contrepartie des baisses de cotisations sociales. Niveau écologie, c'est le grand vide, et on reste dans une logique de croissance sans remettre en question ce qu'on produit. Ils sont toutes et tous pro-nucléaire. Alors je leur concède volontiers des avantages du nucléaire, mais c'est pas avec juste du nucléaire qu'on va lutter contre le dérèglement climatique. D'ailleurs, il ne faut pas confondre la neutralité carbone de juste l'électricité avec la neutralité carbone en général. J'en parle dans la précédente vidéo. Et ils sont très réfractaires à l'éolien. Le Pen veut même démanteler le parc déjà en place, ce qui me semble pas le plus judicieux. Sur l'aspect santé, pareil, on est sur la continuité de la mise à mal des hôpitaux et des services publics en général. Et la préoccupation, elle est plus du côté antisocial, en retirant des droits à la santé pour les réfugiés, mais clairement pas du côté social, en offrant plus de moyens pour le bien de tous. Et j'ajoute aussi que l'idée défendue par plusieurs d'entre eux, comme quoi la population blanche française est en train d'être remplacée, n'est pas avérée. Et même si c'était le cas, le fait de considérer ça comme un problème montre bien le racisme qu'il y a derrière. Bref, lisez les programmes pour plus de détails, mais en gros, les 5 qu'on vient de voir ne vont absolument pas agir dans l'intérêt général. Et si c'était ça notre but, alors on a tout intérêt à ce qu'aucun d'entre eux ne soit élu. Mais si vous êtes riche et que vous souhaitez garder vos privilèges, et que vous êtes vieux, puisque les problématiques écologiques vont aussi toucher les riches à l'avenir, alors votre candidat est parmi eux. Par contre, si vous êtes égoïste et que vous n'en avez pas grand-chose à faire à ce qui arrive aux étrangers, mais que vous êtes pauvre, vous avez davantage d'intérêt à soutenir les programmes qu'on verra ensuite. Et comment faire le tri entre ces 5? Si vous avez envie de maintenir le système néolibéral, mais que vous ne voulez pas déporter massivement des gens, vous pouvez voter Macron. Mais si vous avez surtout envie d'empêcher des réfugiés et des musulmans de bien vivre en France, Le Pen, Pécresse, Zemmour et Dupont-Aignan semblent plus adaptés. Pour trancher entre ces 4-là, vu qu'il n'y a pas de différence majeure, ce sera au cas par cas, suivant certaines idées précises. Par exemple sur la position sur l'Europe, où Pécresse est un peu plus conciliante. Et si vous êtes préoccupé par les services publics, la précarité, etc., mais que vous êtes réfractaire à lutter pour l'écologie et contre les discriminations, il y a Jean Lassalle qui propose quelques mesures sociales, comme la fin des brevets pharmaceutiques, l'augmentation du SMIC, et laisser les jeunes toucher le RSA. Bon, je me doute que pour la majorité des gens qui suivent cette chaîne, vous avez davantage envie de soutenir des programmes qui vont dans l'intérêt général. Du coup, voyons les programmes qui, malgré leurs défauts, pourraient bien améliorer la vie des gens. Bon, pour gagner du temps, je passe sur Anne Hidalgo. Non pas que son programme soit pas bien, il y a des trucs sympas, mais il est quand même très flou. Et je ne vois pas d'éléments qui pourraient nous donner envie de voter pour elle davantage que ceux qu'on va voir ensuite. Je passe aussi sur Nathalie Arthaud parce qu'elle n'a pas de programme clair et qu'on retrouve une bonne partie de ses revendications dans le programme du NPA. Mais ce dernier a aussi pas mal de mesures écologiques et sociales, là où Lutte ouvrière est assez réfractaire aux convergences des luttes et aux luttes sociales autres que celles contre le capitalisme. Donc il me semble que si on veut voter pour un petit parti radical et anticapitaliste, autant voter pour le NPA que pour Lutte ouvrière. Du coup, il nous reste Poutou, Roussel, Mélenchon et Jadot. Qu'est-ce qu'on trouve chez eux? Bon, déjà, il y a pas mal de mesures sociales plutôt sympas. Déjà, la fin des mutilations sur les personnes intersexes. Au vu des souffrances engendrées et des 3 condamnations de la France par l'ONU, il était temps que des candidats proposent ça. Sur la précarité, ils proposent des droits dès 18 ans, avec un RSA étendu pour Roussel, et au moins 850 € pour tous les étudiants,
pour qu'ils ne soient plus contraints de travailler pendant leurs études. Un minimum de 1 000 € pour Mélenchon, et pour Jadot, un revenu de base de 740 €. On a aussi d'autres points pour élever le niveau de vie des plus précaires. Augmentation du SMIC, baisse des heures de travail, surtout pour les métiers difficiles. Et ça permet de répartir le temps de travail, ce qui est un peu plus malin que chercher à tout prix à créer toujours plus d'emplois, sachant que 35 heures, voire plus pour tout le monde, c'est ni possible, ni souhaitable. Pour Mélenchon et Roussel, on a l'impôt progressif et plus juste, qui passerait de 5 tranches différentes d'imposition actuellement à respectivement 14 et 15. On achète tous une reconstruction des services publics, comme les écoles et les systèmes de santé. On a aussi la renationalisation d'EDF, et pour Roussel et Mélenchon, la renationalisation de la SNCF. Sur le social, ils sont très bons, et globalement ce sont des chouettes programmes, même si sur le plan écologique, il y a pas mal de points à revoir. Le programme de Fabien Roussel notamment oublie pas mal de points importants. Il y a une volonté de développer les transports en commun, mais il y a moins de remise en question de la voiture thermique ou de l'avion. Et aussi, là où les autres prennent des mesures de végétalisation de l'alimentation, 50% de produits animaux en moins chez Mélenchon, ce qui est indispensable même d'un point de vue anthropocentré, chez Roussel, il y a très peu de remise en question de l'élevage. Après, les programmes de Jadot, Poutou et Mélenchon tombent dans les erreurs classiques de l'écologie, celles qu'on avait remis en cause dans la précédente vidéo. Donc anti-OGM, alors que ça pourrait avoir des avantages aussi bien sur le plan sanitaire qu'écologique, idéalisation du bio, anti-nucléaire, etc. Et pour la France Insoumise et le NPA, ils sont même pour l'abandon du projet CIGEO, donc l'enfouissement profond des déchets à Bure. Et ça montre quand même une grande méconnaissance du sujet, parce que le projet CIGEO, c'est la meilleure solution qu'on ait actuellement pour gérer les déchets nucléaires. Et qu'on soit anti ou pro-nucléaire, on a déjà des déchets qui sont là, et on a tout intérêt à soutenir le projet CIGEO. Bon, le reste des programmes est pas mal, donc le bilan reste positif, mais c'est quand même très embêtant. Il se peut que vous soyez surpris de ce que je viens de dire sur l'écologie, et si c'est le cas, je vous renvoie vers la précédente vidéo. Du coup, par rapport à tout ça, il y a Roussel qui est pro-nucléaire. Et c'est sympa, mais le gain apporté par le nucléaire reste quand même assez léger comparé à ce qu'il ne fait pas ailleurs, notamment sur la remise en question de l'élevage. Donc c'est loin de compenser tout ce que Jadot et Mélenchon font de mieux sur d'autres points. Et par rapport à la remise en question de l'élevage, chez Jadot il y a des trucs sympas, même si c'est moins poussé que chez Mélenchon. Par contre, il y a un gros point noir de Jadot et de EELV en général, c'est l'opposition à la viande cultivée. Et c'est dommage parce que la viande cultivée, ça a de gros avantages de point de vue sanitaire et environnemental. Et ça permettrait surtout de rapidement fermer les abattoirs. Donc c'est assez dommage de lire ça sur un programme écolo. Concernant le NPA, le programme est plus radical, mais moins complet que celui de la France Insoumise. Forcément, l'idée n'est pas du tout d'être élu et d'appliquer réellement le programme. Après, on peut souhaiter le soutenir pour d'autres raisons que faire gagner le candidat. Ça nous renvoie aux potentiels objectifs qu'on peut avoir au moment du vote. Bon, on va peut-être conclure. Bon, il y a deux raisons qui font que si on veut une société qui se préoccupe du bien-être des gens, je pense que Mélenchon est le choix le plus pertinent. Déjà le côté stratégique, c'est lui qui a le plus de chances de gagner, et vu qu'en face on a le risque de se retrouver avec des candidats sacrément dangereux, mieux vaut ne pas laisser passer cette opportunité. Et outre le côté stratégique, je pense que le programme est le plus souhaitable à voir appliqué. Il est très complet, avec pas mal de mesures sociales, et des mesures pour mettre en place un système beaucoup plus démocratique. Et il détaille pas mal de sujets très peu abordés par d'autres, comme les départements outre-mer ou les questions de handicap. Peut-être que vous vous demandez pourquoi je n'ai pas utilisé les termes de gauche et de droite. Tout simplement parce que je voulais que la vidéo reste entendable par ceux qui n'aiment pas trop les termes de gauche et de droite, ou qui considèrent que ce clivage n'a aucun sens. Personnellement, je ne trouve pas qu'il y ait d'ambiguïté dans les définitions. Les idées que j'ai défendues correspondent à des valeurs de gauche, là où les idées de privilégier une caste dominante au détriment de l'intérêt général correspondent à des valeurs de droite. Mais j'ai voulu m'adapter à ceux qui pensent que ces termes ne sont pas pertinents. Et par rapport à la question de pourquoi les gens votent contre leurs intérêts, je vous renvoie vers la vidéo du Stagirite sur le média, qui est un chouette média indépendant. Et si Mélenchon était élu, est-ce qu'il pourrait faire ce qu'il voudrait? Ça, c'est pas sûr. Il pourrait subir une pression des classes dominantes qui n'ont pas intérêt à voir appliquer son programme. Et c'est pourquoi il ne faut pas réduire notre action politique à la présidentielle. Tout au long de notre vie, on a bien des manières de militer et d'essayer d'améliorer le monde. Le vote n'est qu'une action parmi tout ça, et certainement pas celle qui a le plus d'impact. Et sur les questions de vote, il ne faudra pas oublier les législatives, où on peut souhaiter avoir des députés qui ont plus de chances de faire appliquer des lois qu'on considère positives. Donc là encore, la grille de lecture que j'ai mentionnée dans cette vidéo sera applicable. Voilà pour cette vidéo empreinte de neutralité. Absolument pas. J'espère qu'elle vous aidera dans vos choix, et partagez-la un maximum avant les élections. Et abonnez-vous aussi, il y aura d'autres vidéos par la suite. Ciao.